Perdus au milieu de l'océan austral, presque à équidistance de l'Afrique, de l'Australie et du pôle Sud, les trois archipels des terres australes et antarctiques françaises. Comme la plupart des eaux polaires, les immensités océaniques qui les entourent abondent en ressources alimentaires. Difficiles d'accès, battues par les tempêtes, ces îles volcaniques sont le royaume des seuls oiseaux marins. Le minuscule archipel de Crozet en compte 36 espèces, dont la densité dépasse 60 tonnes au kilomètre carré, plus que partout au monde. Ce remarquable laboratoire naturel accueille également des biologistes français qui, depuis 40 ans, suivent l'évolution de ces populations. Ces études nous ont appris que toutes les espèces de haute mer se reproduisent très lentement. Pour cette raison, elles sont aujourd'hui affectées par certaines méthodes de pêche industrielle. Par exemple, les albatros, notamment les fuligineux, décimés par les lignes des thoniers, ont régressé de moitié en 20 ans. Mais l'affaire n'est pas simple. Les déséquilibres induits par l'homme peuvent favoriser certaines espèces au détriment d'autres. Ainsi, les effectifs de manchots royaux sont partout en pleine expansion. En 30 ans, cette colonie est passée de 10 000 à 120 000 individus. Avec plus de 3 millions, Crozet abrite la moitié de la population mondiale. Une explosion démographique qui intrigue d'autant plus que le cycle de reproduction des manchots royaux est une incroyable course d'obstacles. L'élément des oiseaux marins, c'est la mer, mais ils ne peuvent s'y reproduire. Au cours du printemps, les manchots royaux rejoignent donc la terre à cette fin. Ils accostent sur leur île après un périple large, au cours duquel ils ont stocké les réserves nécessaires. Bardés de graisse, ils pèsent alors entre 12 et 15 kilos pour une taille de 90 cm. Mais d'abord, il faut trouver l'âme sœur parmi des milliers de semblables. Incapables de s'identifier à la vue, c'est grâce au chant que les couples se forment. Puis les liens se tissent dans de longs face-à-face. Mais toutefois, ces oiseaux incapables de voler sont plutôt volages. Seul 1 sur 7 retrouvera le même partenaire l'année suivante. Les études d'acoustique ont montré que ces chants sont de merveilleuses cartes d'identité sonore. Chacun possède le sien, unique et invariable. Il attire les oiseaux du sexe opposé. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Une fois le couple formé, le mutisme est de rigueur. Gare à celui qui transgresse la loi du silence. Un tiers accourt aussitôt, il sème la zizanie et la formation de trio finit par briser le couple naissant. Tout est à refaire. Il est temps de trouver un espace à soi. Le couple part à sa recherche. Mais prudence, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, l'appel du partenaire reste toujours interdit. Le mieux, c'est de lui emboîter le pas et d'adopter cette curieuse démarche chaloupée. À chaque nouvelle étape du développement hormonal correspondent de nouvelles parades ritualisées. Lorsqu'ils sont prêts à s'accoupler, les conjoints le manifestent par de petits claquements de bec dirigés vers la poche d'incubation.
Les oiseaux marins se reproduisent généralement chaque printemps. C'est le cas des pétrels géants. Par contre, plusieurs espèces d'albatros, comme les albatros fuligineux, ne se reproduisent que tous les 2 ans. La période de parade des grands albatros est exceptionnellement longue comparée à celle des manchots royaux. Il leur faudra parfois 5 saisons consécutives pour sceller définitivement leur union. Ils sont lents à se décider, mais quand ils s'unissent, c'est pour la vie. Capables de vivre 50 ans, ils sont des champions de longévité et de fidélité. Nous sommes en novembre, au début de l'été austral. Les manchots sont de retour depuis une vingtaine de jours et les couples sont constitués. La ponte approche, il leur faut impérativement avoir trouvé une place. Mâles et femelles sont dotés d'une poche incubatrice richement irriguée. L'œuf unique sera couvé à même la peau à 39 degrés. Les premiers oiseaux à s'installer occupent les emplacements les plus plats et les plus sûrs. Une nouvelle vague de ponte aura lieu en fin d'été avec 4 mois de retard pour les derniers. Notons qu'un tel étalement des pontes est tout à fait exceptionnel chez les oiseaux de ces latitudes. En l'absence de nid, l'œuf aussitôt pondu est soigneusement déposé sur les pattes, isolation indispensable contre le froid et l'humidité du sol, très souvent détrempé. Division du travail oblige, une fois sa mission accomplie, la femelle confie l'œuf au mâle qui va prendre le premier tour de couvaison. Ce sera le plus long de tous, il dure environ 3 semaines. Pendant ce temps, la femelle doit reconstituer ses forces, mais avant de quitter son partenaire, elle a pris soin de mémoriser son chant pour être sûre de le retrouver. Affaiblie par la ponte, elle part se réalimenter en mer. Occupation dense de l'espace, mais rigoureusement équitable. Chaque couveur contrôle un territoire d'environ 1 demi-mètre carré. Son emplacement ne variera guère au cours de la saison. Les coups de bec et d'aileron infligés aux voisins en définissent constamment les limites. Sur un si petit territoire individuel, les mouvements sont étroitement circonscrits et la moindre incartade est aussitôt sanctionnée. Aussi, les couveurs épuisent-ils une grande partie de leur énergie en conflit de voisinage. Durant les 2 mois d'incubation, celui qui couve ne peut abandonner son poste pour aller s'alimenter. Les partenaires vont donc couver à tour de rôle, se relayant à 5 ou 6 reprises. Situé sous les 40e rugissants, Crozet est l'une des rares îles balayées par les multiples dépressions qui se forment et circulent dans la zone subantarctique. Résultat, une tempête tous les 3 jours, 300 jours de pluie par an. Les inondations sont fréquentes, provoquant l'abandon des œufs. Ces pertes touchent plus particulièrement les retardataires qui n'ont pas eu le choix de leur emplacement. Après les inondations, de vastes zones sont abandonnées à la périphérie de la colonie, restreignant encore l'espace vital des manchots. Retour de la femelle qui vient prendre son tour de garde. Le passage du relais est le seul moment où les partenaires vont se côtoyer. Dans une telle promiscuité, les retrouvailles ne sont jamais une partie de plaisir. Dans la bousculade générale, la passation de l'œuf devient une entreprise périlleuse. Si par mégarde les couveurs le laissent rouler hors du territoire, le pire est à craindre.
Les prédateurs exploitent aussitôt la maladresse des manchots. Les becs en fourreau quadrillent en permanence l'espace à la recherche de la moindre parcelle de nourriture. Mais les squats plus puissants ont repéré le manège. Au moindre signe d'agitation dans la colonie, ils plongent dans la foule. Bien que coloniaux, les manchots ne défendent que leur territoire propre. Pourtant, chamailleurs, ils n'ont pas de défense commune contre l'agresseur. C'est dans l'indifférence générale que le squat finira par dévorer sa proie. Pourtant, en phase finale de couvaison, la perte d'un œuf est irrémédiable. Il faudra attendre l'année suivante pour une nouvelle tentative. À ce stade, le tiers des couveurs a déjà abandonné la partie. Au cours de l'été, les éclosions débutent. Elles vont se poursuivre jusqu'à l'approche de l'hiver. Le poussin est un chanteur précoce. Déjà, il vocalise dans sa coquille. En fait, avant même l'éclosion, adultes et poussins apprennent leurs chants respectifs. Ivres de nourriture, les parents arrivent à la côte. Leurs dépenses énergétiques sont considérables. Aux besoins habituels, maintien de leur propre métabolisme, dépenses occasionnées par les longs trajets en mer et les plongées profondes, il faut maintenant ajouter l'alimentation du poussin dont l'appétit croît très rapidement. Ces besoins nouveaux obligent les parents à effectuer d'incessants allers-retours. Incapables de voler, contrairement aux pingouins de l'hémisphère nord, les manchots sont d'extraordinaires nageurs. Certains animaux équipés de balises Argos, captées par satellite, viennent de nous révéler qu'ils pouvaient aller pêcher à plus de 1000 km de la côte. Des records de 4000 km ont été enregistrés. Une fois sur les lieux de pêche, ils capturent des tonnes de minuscules poissons qu'ils ne peuvent trouver qu'en plongeant à plus de 300 mètres de profondeur. Ces chiffres laissent rêveurs comme le 1 600 000 tonnes de poissons prélevés par les manchots de Crozet en une année, soit 2 fois le tonnage de la pêche française. Même si les ressources des mers australes sont considérables, les oiseaux subantarctiques se livrent une concurrence sévère. Chaque espèce a adopté préférentiellement un type de proie, une technique ou un domaine de pêche particulier. Les cormorans restent près des côtes et plongent à faible profondeur. Les albatros exploitent les mêmes territoires océaniques que le manchot royal, mais ne pêchent qu'en surface. Là encore, les balises Argos nous ont révélé leurs incroyables performances. Le grand albatros, avec plus de 3 mètres d'envergure, détient le record du genre. Il peut aller chercher ses proies à plus de 5000 km de son nid. Durant les premières semaines de sa croissance, le poussin réclame l'attention permanente d'un des parents qui doit le réchauffer et le nourrir. À l'air libre, sa peau nue ne lui offre aucune protection. S'il ne pouvait se réfugier en permanence sous la poche incubatrice, il mourrait de froid et serait en outre exposé aux prédateurs.
Les rotations s'accélèrent, elles deviennent hebdomadaires. Les adultes reviennent avec un stock de nourriture dont la digestion est retardée physiologiquement. Ils la régurgitent peu à peu aux poussins, de jour comme de nuit. Les poussins ont maintenant un solide appétit. Leur croissance est spectaculaire, doublement de poids en une semaine. À 1 mois et demi, ils pèsent 20 fois le poids de leur naissance. Dès l'âge de 1 mois, le petit est émancipé thermiquement. Il commence à se déplacer. Un véritable casse-tête pour les parents qui tentent désespérément de faire respecter leur territoire individuel. Peu à peu, les adultes désertent la colonie. Pour résister au froid, les poussins s'assemblent en crèche pendant que les 2 parents consacrent l'essentiel de leur temps aux voyages alimentaires. L'hiver approche et les poussins de la 2e vague sont encore totalement dépendants des adultes. Mais la nourriture commence à se raréfier. Même si les déplacements du poussin sont limités, les repères de territoire s'estompent et après une semaine d'absence, il n'est pas évident pour un adulte de retrouver son petit parmi des milliers de semblables. Une fois encore, grâce à leur chant, les oiseaux se reconnaissent. L'hiver est maintenant là. Le poisson devient difficile à trouver. Certains poussins vont affronter un jeûne total de 4 mois. Les adultes restent en mer et ne trouvent de nourriture que pour eux-mêmes. De tout l'hiver, les plus chanceux auront droit à 1 ou 2 ravitaillements par mois. Ils devront encore le partager, bien malgré eux, avec les becs en fourreau qui se servent directement à la source. Les premiers-nés copieusement nourris en été vont fondre. Ils passent de 12 à 5 kilos. Mais les plus jeunes, nés peu avant l'hiver, n'ont pu constituer suffisamment de réserves. Pour eux, l'épreuve est insurmontable et 98% seront éliminés. Toujours à l'affût, les pétrels géants, tantôt prédateurs, tantôt nécrophages, feront place nette. Au total, 1/3 seulement des poussins éclos verront un jour l'océan. Tout risque confondu, c'est moins d'un œuf sur 5 qui produira un adulte. Dès le retour de la belle saison, la grande majorité des adultes, ceux qui ont perdu leur œuf ou leur poussin, regagnent la côte pour la mue annuelle. Ils devront jeûner pendant 1 mois car la perte de leur plumage, pour des raisons thermiques, leur interdit tout voyage en mer. Cette année, ils seront prêts les premiers pour se reproduire dans de bonnes conditions. Par contre, les parents qui nourrissent encore leurs poussins ne pourront muer que plus tard. Décalés, leur prochain cycle reproducteur sera voué à l'échec. Les poussins de grands albatros avec ceux des manchots royaux sont les seuls à pouvoir affronter l'hiver austral. Mais contrairement aux poussins de manchots, ils n'ont pas à subir de longues périodes de jeûne. Leurs parents peuvent les alimenter toute l'année durant, même si les quantités rapportées sont modestes. Ils possèdent 2 atouts-maîtres pour mieux subir les pénuries saisonnières, l'éventail plus large de proies dont ils s'accommodent et leur immense rayon d'action. Vivant dans une zone très ventée, ces merveilleux voiliers consomment peu d'énergie en vol, à peine 1% de leur poids pour 1000 km.
Ce n'est pas le cas de ces apprentis princes des nuées. Ils ont besoin d'encore un peu d'entraînement avant le grand départ. Leur croissance très longue ne permettra pas aux adultes de se reproduire à nouveau l'an prochain. 15 longs mois se sont écoulés, mais cette fois c'est l'appel du grand large. Les poussins troquent leur ancien duvet contre un smoking de plumes neuves, véritable combinaison étanche qui leur permettra de rester 1 an en mer jusqu'à la prochaine mue. Ils peuvent espérer vivre une vingtaine d'années, mais ne commenceront à se reproduire que vers l'âge de 4 ou 5 ans. Bien qu'il tente d'élever un poussin tous les ans, le manchot royal se reproduit en moyenne, comme le grand albatros, tous les 2 ans. Comment expliquer qu'avec un cycle aussi long et un taux de réussite aussi faible, les effectifs du manchot royal soient en pleine expansion, alors que bien des oiseaux subantarctiques subissent la tendance inverse? En fait, même dans ces îles du bout du monde, la réponse vient encore des perturbations engendrées par l'homme. Les chasseurs de phoques et les baleiniers du siècle dernier ont également décimé les manchots désormais protégés. De plus, la quasi-disparition des cétacés a rendu disponibles des quantités considérables de plancton dont se nourrissent les proies des manchots. Cette abondance de ressources en mer permet aujourd'hui au manchot royal de retrouver peu à peu, après plus d'1 siècle et au détriment des baleines, ses effectifs d'origine.